Hello les amis et bienvenue sur ce nouvel épisode de la Fabrique des investisseurs, c'est Jérôme et aujourd'hui je suis ravi de vous retrouver avec une invitée où nous allons parler à la fois immobilier mais également investissement dans le luxe. Alors Camille, je te laisse te présenter en quelques mots à mes auditeurs. Qui es-tu, d'où viens-tu et que fais-tu? Oui, bonjour Jérôme et merci beaucoup pour l'invitation à ton podcast et bonjour à tous les auditeurs et auditrices qui nous écoutent. Moi je m'appelle Camille, j'ai 34 ans, j'habite à Paris et je suis la fondatrice de la communauté sur Instagram Elle Investit. Je suis une ancienne consultante, j'ai travaillé pendant près de 7 ans dans des cabinets de conseil en France et à l'étranger tels que KPMG, EY, etc. Et le 1er avril 2021, après plusieurs années de gros ras-le-bol et de manque d'équilibre vie pro, vie perso, du fait que je me reconnaissais plus du tout dans mon job, j'ai décidé de quitter le salariat. Et Ok. avant de sauter le pas et de me lancer là-dedans, bah, j'ai fait le choix d'investir dans l'immobilier quand j'étais encore en poste, en CDI, afin de pouvoir me créer une rente me permettant de quitter mon job. Et depuis, j'ai pris le temps de découvrir ce que j'avais vraiment envie de faire de ma vie. Et de fil en aiguille, j'ai fini par raconter un peu mon parcours en tant que femme investisseuse sur Instagram et sur Internet. Et c'est comme ça qu'est née la communauté Elle Investit. L'idée, c'est vraiment de parler de moi, mon parcours en tant qu'investisseuse puis entrepreneuse pour pouvoir partager mon parcours en tant que femme, parce que je trouve qu'il n'y a pas suffisamment de femmes qui le font aujourd'hui, et pouvoir tout simplement inspirer d'autres femmes à oser se lancer et à se reconnaître dans un visage féminin et se dire, OK, si elle l'a fait, bah, je peux le faire, donc je le fais. Ça c'est une sacrée introduction et un sacré pitch. On voit que t'es rodé et à l'aise dans ton discours. Trop bien. Alors, on va balayer pas mal de sujets. Moi, ce qui m'intéresse, c'est bien sûr d'aller dans une deuxième partie de podcast pour donner un peu une trame aux auditeurs sur ton expertise vraiment très poussée que tu as développée sur un sujet très niché, j'ai envie de dire, mais on va en parler dans un deuxième temps. Mais on va revenir un petit peu à tes débuts où tu étais salarié, où il y avait très certainement, tu l'as dit, un déséquilibre entre la vie pro, la vie perso, comme je pense malheureusement beaucoup de salariés aujourd'hui en France, hein, où on donne beaucoup aux entreprises ou à nos employeurs et on n'a pas forcément le give back qui va derrière. Donc toi, tu t'es dit, il faut que je prenne, faut que je trouve une porte de sortie. Moi, à l'époque, quand j'étais opticien, avant d'être chasseur immo professionnel, j'étais opticien. J'ai eu un ressenti un peu similaire où il fallait que je trouve une porte de sortie. Je me suis tourné naturellement vers l'investissement immobilier, tout comme toi. Euh, Quel a été, toi, est-ce qu'il y a eu un déclic qui t'a fait dire, j'en ai plein le cul, il faut que je parte, déjà, il faut que je trouve une solution. Si oui, ça a été quoi du coup? Ouais. Alors, il y a eu un déclic, mais je dirais que le terreau était propice à ce déclic depuis déjà pas mal de mois et pas mal d'années. J'ai quand même travaillé 7 ans dans le conseil sans jamais vraiment aimer ce travail. Je pense que je le savais au fond de moi. C'est un travail qui est très énergivore, très chronophage. J'avais des grosses journées. Enfin, quand j'étais à Paris, je travaillais à la Défense. Je prenais le métro 40 minutes tous les matins, tous les soirs. Bon, déjà, Ouais, ça pas rêvé, tu vois. je vois bien le délire, ouais, ok. Donc partant de là, après 7 ans dans le conseil, donc 7 ans c'est déjà énorme, mais en même temps, enfin tu vois, j'avais à peine 30 ans, j'étais encore jeune. Euh, je me rappelle très bien, c'était en novembre 2019. On m'envoie sur une mission au fin fond de la Belgique. Donc c'était une mission de réduction budgétaire en plus, donc pas forcément le sujet le plus sympa, quoi, où on va devoir bah, proposer des personnes à licencier, tout Ok, simplement. Donc déjà pas un sujet très agréable et en plus de ça on m'envoie donc au fin fond d'une zone industrielle en Belgique. Je dors dans un hôtel pendant je crois que c'était 3 ou 4 semaines, un petit mois, un truc comme ça. ok, Et en fait notre hôtel a été stratégiquement choisi. Il est à 70 mètres de la porte d'entrée du siège social de notre client. Donc notre client dort dans l'hôtel aussi. Visiblement il n'a pas de foyer. Et en fait ce qui fait que du petit déjeuner jusqu'au dîner on est tout le temps avec lui et on parle business, business, business. De 7 heures du mat jusqu'à 22, 23 heures, on ne fait que bosser. Et en fait, je me rappelle que ça a été une mission déclic parce que je me suis dit, mais je peux pas continuer comme ça. Je peux pas, en fait, assurer ce rythme de fou pour un sujet en plus qui ne me plaît pas. Enfin, en fait, j'avais mhm, l'impression de donner ma sève vitale à quelqu'un d'autre, tu vois, de gâcher mon énergie, de gâcher mon envie. Mais ouais, vraiment ma sève vitale, tu vois, je le voyais comme ça. Et le gros déclic, il a eu lieu le dernier jour de cette mission, donc c'était un vendredi. Et enfin, non, c'était un jeudi soir, c'était l'avant-dernier jour. Que dis-je? C'était jeudi pendant la nuit. En gros, on est enfermé dans une salle de réunion avec toute mon équipe de la matinée, donc de 8 heures du matin jusqu'à 2 heures
le lendemain matin pour terminer une OK. présentation pour le vendredi. Et je me rappelle très bien me revoir dans cette salle, tu vois, vers 1h30 du matin, 2h, et me dire, mais qu'est-ce que je fais là? À aucun moment, Mmh. il nous avait été proposé de sortir, de dîner, d'aller faire une pause clope, une pause pipi, une pause appel de sa famille. Enfin, tu vois, je sais pas, il était 2h du mat et on était là, tous enfermés sur nos bureaux, devant nos PC, en train de modifier des couleurs sur un PowerPoint. Et en fait, à ce moment-là de ma vie, je me suis vue un peu comme si j'étais à l'extérieur de mon corps et je me suis dit, mais qu'est-ce que tu fais là? Ça va trop Un loin. jeudi, il est 2h du mat. Camille, normalement, tu es dans ton lit, en fait, à cette heure-là. Ouais. Surtout que cette soirée-là, j'avais des gros projets pour moi. J'avais prévu d'aller faire du sport, de dîner vers 20h, d'appeler ma grand-mère, de lire, de me coucher vers 22h30. Et là, il était 2h du mat, j'avais rien fait de tout ça. J'étais en train de remplir un PowerPoint. Et en fait, je me rappelle que ce jour-là, je me suis dit, plus jamais ça. C'est terminé. En fait, j'accepterai plus jamais de rester enfermée à faire un truc qui ne me plaît pas pendant des heures et des heures. Et en fait, je me rappelle aussi que ça a été une prise de conscience assez forte parce que jusqu'à ce jour-là, j'avais tendance à en vouloir à mon manager, à mon client, à mon directeur, à mon équipe, mais pas à moi-même, tu vois. Moi, j'étais la victime dans cette histoire. Et là, ce soir-là, je me suis dit, en vrai, Camille, s'il est 2h du mat et que tu es toujours assise sur cette chaise dans ce bureau, c'est parce que tu le veux bien. Ouais, ce Personne que ne j'allais dire. t'empêchait de prendre la porte et de sortir. Donc, si tu le fais pas, c'est parce que c'est toi qui manque de courage. C'est toi la lâche dans cette histoire. Si t'es pas parti, c'est parce que t'aimes être ici. Et tu vois, en me répondant ça, je me suis dit, non, non, j'aime pas être ici et je vais partir. Et donc, je me rappelle que ce jour-là, je me suis fait la promesse, un an plus tard, j'aurais quitté mon job, j'aurais quitté le salariat, ciao, bye bye, je ne re-signe pas pour 20 années de plus. Il est hors de question que je passe ça jusqu'à ma retraite, je ne vais pas tenir. Donc voilà, cette prise de conscience, tu vois, elle a eu lieu ce soir-là, enfin cette nuit-là, où vraiment ça a été Le la cerise sur summum. le gâteau, quoi, le summum Ouais, exactement. ouais. OK. Ouais, je vois très bien le délire, même si je l'ai pas expérimenté à titre perso. J'ai quelques amis encore qui sont sur Paris sur des jobs un peu similaires à celui que tu avais, et je vois à peu près comment dire, le degré d'investissement qu'on demande aux salariés quand il y a des deadlines à fournir, et tout le délire qui va derrière. Bon, ouais, en effet, moi je pense que j'aurais pété une pile et que je serais parti, j'aurais pas pu supporter. Mais bon, d'un côté, c'est très professionnel, hein, donc c'est tout à ton honneur. Mais en effet, il y a un moment, il faut savoir dire stop. Donc pour toi, ça a été ce moment-là. Euh, donc tu te dis, faut que je me casse, faut que je trouve autre chose. Comment tu tombes sur l'invest IMO? euh, Enfin, on ne va pas forcément retaper les recherches Google que tu as faites, mais J'en ai pourquoi tu pas fait. t'en as pas fait? OK. Tu t'y intéressais déjà un petit peu avant? Absolument pas. OK, alors vas-y, balance tout. Ouais, donc en gros, je prends cette décision de me dire, dans un an, je pars. Et moi, quand je me fais une promesse à moi-même, elle est toujours tenue. Donc dans un an, il faut que je parte. Donc je pars de cette mission, je rentre chez moi, à Paris, c'était le week-end, etc. Je laisse passer quelques jours. J'ai ça qui trotte dans ma tête, mais en fait, très vite, je me dis, OK, je veux partir. Mais à ce moment-là, tu vois, pour moi, enfin, je connaissais le chômage, mais j'avais aucune idée que peut-être je pouvais toucher le chômage. Enfin, pour moi, j'allais démissionner, donc pas de chômage possible. Donc très vite, je me... Juste, je te coupe, pardon, c'est pas le poli, mais tu gagnais combien à l'époque? Ouais, je gagnais 3 300 € net par mois. OK, ce qui était quand même, enfin, ce qui est un salaire confortable en province, mais à Paris, qui finalement n'est pas si excessif que ça par rapport au coût de la vie. Et tu t'étais dit quand même, il faut que comment dire, tu t'étais fixé un cap de financier à atteindre pour quitter ce job? Ouais, complètement. Donc oui, à l'époque, je gagnais 3 300, ce qui était un très bon salaire pour moi. Enfin, je vivais très confortablement. Alors, ce qui était un très bon salaire en termes de chiffres, ce qu'il était moins quand on comparait au nombre d'heures fournies. Et clairement, je m'étais adaptée à ce mode de vie aussi. Tu vois, j'économisais un peu, j'investissais pas, etc. Mais très rapidement, en fait, quand j'ai voulu quitter mon job, je me suis dit, OK, combien il me faut pour vivre tous les mois, en fait? Ouais. Tu vois, ça a été rapidement la question de mettre sur papier mes dépenses incompressibles, mon loyer, ma nourriture, quelques sorties, tu vois, quelques achats de médicaments ou autres. Et en fait, je suis arrivée à 1 500 €. Je me suis dit, le minimum du minimum, il me faut 1 500 € pour vivre. Donc, plus de 2 fois moins de mon salaire. Quand je gagnais 3 300 €, crois-moi, ça paraissait impensable de vivre avec 1 500 € à Paris. Et en fait, si, je l'ai fait et c'est clairement jouable. Alors, je dis pas que voilà, je suis pas en train de blâmer les gens On va qui pas au peut-être resto tous les soirs. et me disent c'est compliqué, etc. Je l'ai fait et c'est possible. Et en fait, très rapidement, tu vois, j'ai mis ça sur papier. Je me suis dit, OK,
bah, j'ai besoin de 1500. Comment je trouve 1500? Et là, en Ouais. fait, ça s'est posé une question que je ne m'étais jamais posée dans ma vie parce que moi, j'ai eu cette éducation de travaille bien à l'école, sois une bonne élève, tu obtiens le meilleur diplôme possible, tu rentres dans la plus grosse boîte possible, tu obtiens le meilleur salaire et tu as un CDI et tu vis bien. Pour moi, on gagne de l'argent avec un CDI. Point. Il n'y a pas d'autre manière de gagner de l'argent dans la vie, enfin, avec un job en tout cas. Moi, Mhm. le métier d'investisseur, d'entrepreneur, c'était un peu lunaire. Enfin, on ne gagne pas vraiment d'argent en entreprenant, on ne gagne pas vraiment d'argent en investissement. C'est pas possible. Non, non, Donc, non, c'est quand vrai. je me suis dit, il faut que je génère 1500, très vite, je me suis dit, bah ouais, mais en fait, comment ça, je vais générer 1500? Enfin, si j'ai pas d'employeur, comment je les génère? Et donc, je suis restée avec ça en tête. Et en fait, je me rappelle, c'était en début décembre 2019. Je rentre un soir chez moi du travail exténuée. Je m'affale sur mon canapé et j'allume la télé et là, je zappe sur BFM. Ou alors BFM s'allume tout seul. Bref, parce que je ne regarde jamais BFM. Et je zappe sur BFM TV. Et en fait, ce soir-là, il y avait une interview d'un investisseur immobilier qui était un ancien. Enfin, il avait fait une école d'ingé très rapidement après son diplôme. En fait, il se retrouvait pas du tout dans son métier. Donc, je me suis assez reconnue à lui, tu vois. Et en fait, il explique que du coup, il a décidé d'acheter les maisons, de les diviser et puis de les mettre en location courte durée pour générer une rente. Et qu'aujourd'hui, il arrive à en vivre. Et en fait, quand j'entends ça, alors il faut bien comprendre que je n'ai jamais investi dans l'IMO, je ne viens pas d'une famille où on investit. L'immobilier, c'est lunaire pour moi. Le soir où j'entends ça, je me dis, c'est exactement ce qu'il faut que je fasse. C'est exactement ce qu'il faut que je fasse. Bon, peut-être que j'étais complètement, tu vois, il était, je sais pas, il était 22 heures, j'étais crevée et tout, mais là, j'ai une ampoule qui s'allume et je me dis, c'est ce que je vais faire. Donc, je prends les coordonnées de cet investisseur-là, je le retrouve sur Internet, je le contacte et je lui dis, je vais me faire former, je vais me faire former, je sais qu'il faut que je fasse la même chose que vous. Et du coup, cette personne est devenue mon formateur. Et c'est comme ça, en fait, que je me suis lancée dans l'immobilier. Donc, il n'y a pas eu de recherche sur Internet, hein, non, c'est juste, je suis tombée sur lui à la télé, Démarrage, pied au et voilà. plancher. Ouais, les planètes se sont alignées, en fait, tout Ouais, simplement. exactement, Ouais. complètement. C'est ce Tout à que, fait. ce que je me dis. Il y a pas de hasard, il y a que des rencontres. Donc, il fallait que, même si tu n'étais pas habitué à regarder la télé, il fallait que ce soir-là, tu vois, ça tombait bien, mais c'était le bon moment pour toi, tu vois. Ouais, complètement. Je suis bien d'accord. Donc, du coup, tu démarres un accompagnement avec cette personne que tu peux nommer si tu le veux, hein, si... Oui, désolée. Ouais, de toute façon, il y aura des coupes, j'imagine. Ouais, Ouais. complètement. Donc, mon formateur à l'époque, c'était Candy Polestin. Jamais entendu parler. Ok. J'ai toujours le même retour. Ouais. Il fait pas beaucoup de publicité sur les réseaux ou autres. Ok. Et donc, vous démarrez tout de suite par une stratégie, du coup, moi, c'est ce que j'appelle, c'est ce que je dis à mes élèves, une stratégie, on va dire, offensive, où on va aller chercher du cash flow, on va prendre du risque. Toi, tu avais ce besoin d'aller vite, tu vois, de générer très rapidement du haut rendement pour pouvoir quitter ton job. Donc, tu t'orientes, je pense, du coup, sur de la location courte durée, sauf De erreur de toute ma part. façon, il n'y avait pas 20 000 stratégies possibles. Lui, il enseignait une seule stratégie. Si tu veux cette stratégie, tu viens. Si tu veux pas, tu vas voir quelqu'un d'autre. Donc, en gros, la stratégie enseignée, c'était l'achat de maison ou d'immeubles de rapport déjà divisés, la division et la mise en location courte durée. Donc, j'ai suivi exactement ça. J'ai acheté une grande maison dans le nord de la France. Je l'ai divisée en 5 studios, enfin 3 studios et 2 T2, et j'ai tout mis en location courte durée. Pourquoi? Parce qu'en fait, j'ai maximisé tous les leviers possibles de rendement en Ouais. immobilier. La division, la courte durée, parce que moi, ce dont j'avais besoin, c'était pas de générer que 300 euros ou 800 euros par mois. J'avais besoin de 1500 euros par mois avec un seul investissement et sans faire un emprunt de 2 millions d'euros. Bah, c'est pas évident, en fait, de générer 1500. Ouais. Donc, vraiment appuyer sur tous les leviers Rentable. les plus rentables, exactement, pour Mm. pouvoir créer ce projet. Ok. Et ce projet-là, tu le trouves en combien de temps? Et qui c'est qui gère la partie travaux? Parce que si c'est une division de maison en 5 appartements officiels, on va dire que tu as toute une, comment dire, une procédure. C'est des projets un peu plus complexes. Qui t'épaule là-dessus? Est-ce que tu coordonnes tout toi, enfin tout toute seule? Est-ce que tu fais appel à un maître d'œuvre? C'est quoi l'envers du décor de cet invest? Ouais, alors l'investissement s'est passé très vite en fait. Enfin, comme tu dis, toutes les planètes étaient alignées. Donc en gros, fin novembre, je prends la décision de quitter mon job. Début décembre, j'ai l'étincelle, je sais que je vais faire de l'immobilier. Tout de suite, je me lance dans la formation. Janvier, je commence, enfin, tout décembre, du coup, j'avale la formation théorique. Janvier, je commence à faire mes visites. Fin janvier, début février, je trouve mon bien et je signe mon accord enfin, mon acte enfin, pas mon acte de vente, mais je signe ma Le promesse d'achat, compromis? etc. Ouais. Mm. Donc j'ai fait, en gros, je me rappelle très bien, j'ai fait 2 jours et demi de visite, 2 samedis et un mardi après-midi. Et à chaque fois que je faisais des visites, je voyais 6, 7 biens dans la journée, donc j'enchaînais.
Et en fait, à l'issue de ces 2 jours et demi de visite, je crois que j'ai dû visiter à peu près une quinzaine de biens. J'ai fait 3 offres, j'en ai une qui a été acceptée, c'est devenu mon investissement actuel. Donc en fait, tout a été très vite, tu vois. Je partais pas faire une visite, je partais pas en tournée pour faire 2 visites ou 3 visites. Non, j'y allais, c'était toute la journée. Moi, j'avais pas de temps à perdre en fait. J'étais salariée à côté. Le week-end, j'avais aussi envie de me reposer. Donc vraiment, c'était vraiment en mode tout, méga organisé. Donc fin janvier, début février, je trouve mon bien, tout est signé. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que pendant les visites, j'avais fait la rencontre donc d'un agent immobilier qui a voulu me vendre son bien que je n'ai pas acheté, il était trop cher. Mais il s'avère qu'avant d'être agent immobilier, il était architecte et il avait surtout plein de connaissances dans le monde du bâtiment. Donc, Ok. quand il a compris ce que je voulais faire, même si j'achetais pas son bien, il a accepté en fait de me faire rapidement des plans de division, enfin de revoir les plans de division que j'avais fait moi-même, de me dire la faisabilité technique, etc. Et surtout, après, il m'a mis en collaboration, enfin en contact avec différents artisans avec qui il avait travaillé précédemment. Donc en fait, tout s'est fait de manière assez... ouais, les étoiles sont Fluide. alignées, c'est exactement ça. Tout s'est Ouais, fait de manière c'est fluide et tu vois, par le biais de rencontres sur le terrain en fait. Et donc très rapidement, j'ai été en contact avec une courtière qui m'a permis de négocier mon prêt. Et là, boum, le projet s'arrête. Covid. Mars everything. 2020 jusqu'à juin 2020, grosso modo, tout est un peu en attente. Donc, on peaufine les plans avec l'architecte, on peaufine un peu les budgets avec les artisans, etc. Tout se réouvre en juillet 2020. J'obtiens mon prêt en juillet 2020. Et on signe chez le notaire en septembre 2020, donc les travaux démarrent dans la foulée. Les travaux démarrent en septembre et se termineront fin mars, début avril 2021. Sur une surface au sol de combien sur l'immeuble? 135 mètres carrés. Ouais, ok, ouais, le 6 mois de travaux, ouais, ça tient la route. Ça tient la Euh, ça route, ouais. s'est ça s'est bien goupillé. Tu as dit quelque chose sur lequel je vais rebondir et sur lesquels je martèle mes personnes qui aiment m'écouter à travers les ondes. Tu as bouffé de la visite, tu vois. T'es pas resté derrière ton ordinateur à checker des annonces, à des fois passer un ou deux coups de fil, et puis voilà. Non, tu as bourriné, tu as condensé, tu as focusé ton effort en fait sur une zone précise. D'ailleurs, cette zone d'investissement, comment est-ce que tu l'as trouvée? Ça peut être intéressant de parler de ça. Pourquoi tu t'es dit, je vais aller Ouais. visiter ici? J'ai suivi la stratégie de mon formateur, à savoir, je prends ma carte de France, je mets un pin là où j'habite, je trace un cercle de 2 heures autour de chez moi, que ce soit en transport, en commun ou en voiture. Et au sein de ce cercle-là, j'ai identifié toutes les villes de plus de 30 000 habitants qui possèdent au moins 2 points d'attractivité, soit éducatifs, soit économiques, soit touristiques. Donc des villes, j'en ai identifié pas mal. Et en réalité, j'ai fait des visites dans plusieurs villes, dans 2 villes en l'occurrence. Mais pas du tout parce que j'avais un attachement ou quoi que ce soit, c'est juste que elle faisait partie de mes critères de filtrage. À ce moment-là, il y avait des biens, et j'y suis allée. Ouais, bah c'est bien. T'as pas, que- je vais utiliser une expression qui est vulgaire, mais mes auditeurs savent que des fois je me lâche. T'as pas tortillé du cul pour chier droit, comme on dit par chez moi. Donc, Complètement. non, non, mais c'est bien, tu es allé droit au but avec une stratégie concrète. Et l'avantage de ce que j'ai retenu aussi de ton discours, c'est sur le terrain en fait qu'on fait les rencontres. C'est-à-dire que tu as rencontré des agents et de par cette rencontre, il t'a emmené un réseau d'artisans. euh, et en fait, le secret, c'est qu'il n'y a pas de secret. Tu vois, il y a des gens qui se demandent, ah oui, mais comment je fais pour trouver des bons artisans? Bah, en fait, tu vois, juste en parlant, en communiquant ton besoin, faut savoir que les agents IMO, ils ont forcément un réseau autour d'eux parce qu'ils sont, c'est leur monde, hein, de côtoyer aussi des artisans. Donc, ils peuvent être également force de proposition. Alors, à nous derrière, en tant qu'investisseurs, de faire nos vérifications pour s'assurer de la viabilité et du sérieux de chaque entreprise. Mais néanmoins, juste en te bougeant sur le terrain, en l'espace de 2 ou 3 sessions de visite, tu trouves ton projet, tu trouves ton réseau artisan et ça embraye sur un truc. Donc, trop bien, quoi. Ouais, complètement. Il faut vraiment aller sur place. Parce qu'en fait, de toute façon, pour moi, le projet immobilier, il commence pas quand tu as décidé de te lancer, il commence le jour où tu fais tes visites. Il commence le jour où Mm. tu as les 2 pieds dans la ville, sur le terrain. C'est là où tu prends conscience de ce que tu es en train de faire. Exactement. Et donc là, suite à cet investissement qui s'est mené, on va dire, en 6 mois, tu arrivé à générer le chiffre cible de 1 500 € par mois? Ouais, c'est ça, un peu plus même. En gros, alors ça n'a pas duré 6 mois, hein. Moi, j'ai commencé mes recherches en janvier 2020.
Les travaux se sont terminés en mars 2021. Après, j'ai mis 2 mois pour tout aménager, faire les photos, trouver la conciergerie. Donc, j'ai commencé à mettre en loc en juin 2021. Ok. Donc, en tout, il s'est passé un peu moins d'un an et demi, enfin 1 an et demi, le Covid étant passé par là. Et Mm. donc, j'ai quitté mon job le jour où les travaux se sont terminés, grosso modo. Je savais qu'il me restait que 2 mois et que c'était OK, que j'avais plus besoin de mon CDI à ce moment-là. Donc, du coup, j'ai eu un temps plein pour aller sur place, meubler, décorer, etc., soigner la déco, faire des trucs sympas. Et bah, j'ai commencé à mettre en loc fin juin 2021. Et très rapidement, bah, ça a bien tourné. Et je dégageais plus de 1 500 € à l'époque net par mois. J'ai plus les chiffres exactement parce qu'en plus, c'est une moyenne. Il y a des mois plus remplis que d'autres étant donné que c'est de la courte durée. Mais Bien j'étais aux sûr. alentours Oui. de 1550, 1750, tu vois, entre ces eaux-là. Allez, disons 1600, tu vois, pour faire une moyenne à peu près. Ce qu'il faut savoir, Ok. très important, je le dis parce que c'est important, moi j'ai fait le choix de négocier un emprunt sur 15 ans, donc un emprunt court. Par contre, Mm. 3 ans de différé. Et l'idée, en fait, moi ce que je voulais dès le départ, ça faisait partie de ma stratégie intégralement, c'était vraiment surfer sur ce différé pour faire un maximum de trésor et vivre dessus en me disant, OK, mon différé dure 3 ans, je vais faire quoi? Je vais faire, il y a 6 mois de différé qui vont passer Bravo. dans les travaux. Il va me rester 2 ans et demi de cash flow dans ma poche. Et en fait, je me suis dit, en 2 ans et demi, Camille, c'est sûr que tu retrouveras une autre activité. C'est sûr que tu auras remonté un truc. C'est sûr que tu auras d'autres sources de revenus. Donc, je me suis dit, Oui, c'est c'était pas une fin en soi, c'était juste le tremplin et le moyen, en fait, exactement. de. Ok, je vois bien. Tout à fait. C'est exactement ça. Donc, le mindset de l'investisseuse entrepreneuse qui sait que elle va pas. C'est juste, en fait, moi, je suis un peu pareil, hein, j'ai quitté le salariat il y a 1 an, notamment grâce à l'immobilier, hein. Alors, moi, en l'occurrence, pour assurer les besoins de ma famille, il me faut à peu près 4000 balles par mois. Donc, je ne les ai pas atteints grâce à l'immobilier, mais néanmoins, il y en a une partie qui est bien comblée avec nos invests. Et puis, j'ai, comme toi, développé des sources de revenus via l'entrepreneuriat qui permettent finalement aujourd'hui de subvenir aux besoins de la famille. Euh, Ça nous emmène sur la transition entrepreneuriat, justement, pendant cette période où bah, tu avais du temps pour toi, pour réfléchir, pour te poser avec toi-même. Et je trouve que c'est important aussi de le souligner. Tu me le disais un tout petit peu en off avant qu'on démarre le podcast. Tu as pris le temps de penser à toi, en fait, et à te dire, Camille, au fond de moi, qu'est-ce que je veux? Et en fait, ce temps de réflexion et d'introspection, aujourd'hui, il est jamais mis en avant en France. Personne ne prend le temps de savoir ce qu'il aime en tant que job, ce qu'il est en tant que personne. On devrait d'ailleurs commencer par ça. Quelles sont les passions? Quels sont les besoins? Tu vois, enfin, aujourd'hui, se construire en tant que personne, ça passe pas que par le job, ça passe par enfin, être bien avec soi-même, tu vois. Alors, tu es passé par cette phase-là. Tu me disais que tu avais testé pas mal de choses et que tu as abouti finalement sur cette volonté de partager tout ce cheminement à travers les réseaux. C'est comme c'est ton compte Instagram, du coup. Est-ce que tu peux nous retracer un petit peu dans les grandes lignes tout ça? Et puis, on va en découler rapidement sur ta super expertise qui plaira surtout à la géante féminine du podcast. Pas que. Sache qu'il y a pas mal d'hommes intéressés par le sujet. Mais on en reparle après. Alors, ouais, comme tu dis, en fait, je me suis vraiment offert un luxe, un cadeau de prendre le temps. Et comme tu dis, en fait, il y a trop peu de gens qui prennent le temps, mais parce que souvent, tu n'as pas les moyens financiers de t'arrêter, en fait, 6 mois, 1 an dans ta carrière pour te poser et te dire, mais qui je suis vraiment au fond de moi. Et aussi d'avoir le courage, tu vois, de regarder ce que tu as vraiment envie de faire de ta vie. Parce que avoir le courage de regarder ce que tu as vraiment envie de faire, c'est aussi admettre que peut-être que jusqu'à présent, tu n'as pas encore fait ce que tu avais vraiment envie de faire. T'es Et donc, planté. il y a des regrets et tout. Mm. Oui, où tu t'es planté, Mm. enfin, entre guillemets, enfin, c'est pas un échec, c'est juste une déviation de parcours. Donc, je me suis vraiment accordé plusieurs mois où j'ai pris le temps de réfléchir et surtout, moi, je suis une personne, alors, peu de la réflexion, mais beaucoup de l'action. Ça sert à rien que je reste assise pendant des jours et des jours à me dire qu'est-ce que je veux faire de ma vie. Moi, j'ai besoin de tester les choses. Donc, c'est pour ça que j'ai fait plein de petits jobs, aussi pour arrondir la fameuse rente de un peu plus de 1 500 €. J'ai fait un peu de figuration dans un film, j'ai monté des blogs, j'ai donné des cours de français à des étrangers, j'ai fait des enquêtes, des sondages d'opinion payés, etc. Bref. Et en fait, de fil en aiguille, tu vois, ça m'a permis de voir un petit peu ça me plaît, ça me plaît pas. Ça, j'aime bien cette manière de travailler, ça, j'aime pas. Et en fait,
En discutant avec des amis, je me rappelle, c'était fin 2021, ils me disent, mais pourquoi tu parles pas de ce que tu fais en fait en ligne, sur Internet? Parce qu'en fait, je me rendais compte qu'à chaque dîner où j'allais, à chaque rencontre que je faisais avec des amis, femmes en général, soit des femmes de ma famille, soit des amis d'amis, soit des copines, c'était toujours les mêmes questions. C'est, oh, mais t'as fait ça toute seule, mais comment t'as osé, mais comment tu t'es lancée, mais c'est courageux, mais en tant que femme, jamais j'oserais, etc. Et donc, je me suis dit, j'avais toujours les mêmes questions de la part de toutes les femmes de mon entourage. Il y a probablement plein d'autres femmes que je ne connais pas qui se les posent. Bah, vas-y, viens, je raconte. Viens, je monte un compte Insta et je raconte tout ça. Donc, c'est comme ça, poussé aussi par deux potes à moi, que j'ai lancé mon compte Instagram pour parler, en fait, tout simplement de qui j'étais et de ce que j'avais fait. Et en fait, tout ce que je te raconte là dans le podcast, je l'ai mis sur des posts, sur des publications, sur des stories, en me disant, écoute, si ça peut servir, tant mieux. Moi, j'étais pas trop convaincue, mais j'étais dans une démarche où je testais. Et donc, je teste, ça me plaît de faire ça. Et surtout, très rapidement, en fait, j'ai beaucoup de retours de personnes qui me disent c'est trop bien ce que tu fais, continue, ça me motive. Et très, très vite, après Rends quelques compte mois, qu'il y a de l'engouement, euh, quoi. Et c'est vrai que exactement. quand il y a un retour, ça donne de l'énergie, c'est Ouais, valorisant. Et puis tu te dis, putain, je sers à quelque chose, quoi. oui, Enfin, moi, complètement. le fait de contribuer, le mot contribuer, je le trouve assez. Enfin, pour moi, il est fort, tu vois. Si je fais ce podcast aussi depuis 3 ans et demi, c'est pour ces raisons, c'est transmettre, partager des parcours comme le tien et comme tant d'autres que j'ai pu faire, partager mon expertise dans l'investissement immo. Et en fait, quand tu donnes à l'autre, quand tu partages ton expérience, ton savoir, quand les gens te font un retour constructif et positif, parce qu'il y a des salauds aussi qui sont pas très, comment dire, constructifs dans leurs propos, mais bon, peu importe. En fait, tu dis, ouais, c'est bien, je sers à quelque chose, tu vois. J'aide l'autre. En fait, le fait d'aider, c'est quand même chouette, quoi. Oui, complètement. Donc, du coup, ton compte Insta prend petit à petit, enfin, il prend même bien parce que tu as plus de 15 000 là, donc c'est chouette. Et dans tout ce cheminement, alors, comment tu arrives, du coup, on va quand même dévoiler maintenant euh, ton, ton, ton secret, enfin, c'est pas le secret, mais ton expertise ultra poussée euh, que tu mets en avant, du coup, maintenant sur tes réseaux qui n'est autre que, alors je ne sais pas comment tu le formules, achat-revente de sacs à main de luxe. Moi, je le formulerais comme ça, mais tu as peut-être un autre phrasé. Investissement dans les sacs de luxe. Ok, donc voilà, bah, je te laisse dérouler un petit peu là-dessus. Comment t'es tombé là-dessus? Euh, Comment tu as développé cette expertise? Parce que j'imagine que comme dans l'immobilier, il y a certainement des compétences à aller chercher, des trucs à vérifier. Enfin, je te laisse nous expliquer Ouais. un petit peu ça, ouais. Complètement. Donc en fait, bon, moi, ce qui s'est passé quand j'ai créé le compte Elle Investit, c'était surtout pour parler d'investissement immobilier ou d'investissement boursier financier. Euh, mais à titre personnel, je m'étais lancée dans l'investissement dans les sacs quelques mois auparavant parce que j'étais à une époque de ma vie où j'avais déjà solidifié mes portefeuilles d'investissement classiques, bourse, crypto, PEA, compte titre, etc., immobilier. Et donc j'étais dans une démarche où je gagnais moins bien ma vie qu'en étant consultante, mais je voulais du coup que chaque euro gagné soit investi le plus intelligemment possible. Et donc c'est là où j'ai commencé à me pencher vers des investissements un peu plus exotiques et potentiellement aussi Mhm. avec plus de rentabilité. Et en fait, je me rappelle que c'était l'un des meilleurs amis de mon compagnon lui avait raconté en fait qu'il participait à des ventes aux enchères pour acheter des montres de luxe de seconde main, qu'il achetait à petit prix, qu'il stockait dans un coffre et il attendait que le cours des montres, leur valeur prenne avant de les revendre. Et en fait, je sais pas comment te dire, je suis tombée amoureuse de cette idée, de ce concept. J'ai adoré le concept, mais je me suis dit, je connais rien en montres, j'ai ni le temps ni l'envie de me former là-dedans. Donc j'ai laissé l'idée maturer dans ma tête et en fait, quelques jours plus tard, je me suis dit, mais je sais ce que je vais faire. Je vais prendre ce concept et je vais l'appliquer exactement mot pour mot, mais à un produit différent qui me plaît davantage, les sacs de luxe. Et c'est Ok. comme ça que, il y a un peu plus de 3 ans maintenant, je me suis lancée dans mes toutes premières enchères pour acquérir mes premiers sacs de luxe à petit prix. Donc moi, mon idée, c'est d'acheter des sacs de luxe, donc Chanel, Hermès, Dior principalement, vintage, donc à tout petit prix, parce qu'en général, ils sont abîmés. C'est comme l'immobilier, j'achète abîmé, comme ça, personne se bat pour et je l'ai à un petit prix. Je le fais ensuite réparer par un artisan maroquinier spécialisé dans le luxe, ou maintenant je répare aussi moi-même puisque j'ai les compétences, et je refais prendre de la valeur au sac et je le revends en générant une plus-value. Et donc ça permet de faire de jolies plus-values, ça permet d'avoir soit
un complément de revenu pour celles et ceux qui le souhaitent, ou alors simplement de l'argent à réinvestir, soit dans de nouveaux sacs, soit dans autre chose. Et surtout, bah, moi, c'est quelque chose qui me plaît énormément. Enfin, il y a un côté passion, il y a un côté aussi lié à l'artisanat français. Enfin, ça me permet de voir de magnifiques pièces, des choses qui ont été faites depuis parfois plus de 70 ans et qui peuvent toujours se porter, etc. Il y a un côté très concret aussi, tu vois, comme l'immobilier, tu vois, j'ai des Hmm. sacs qui sont chez moi, je les touche, je les vois, je les répare. Donc ça, c'est quelque chose qui me plaît beaucoup. Ok, ben c'est hyper intéressant. J'ai une question là qui me traverse l'esprit. Euh, c'est quoi le ticket d'entrée? Tu dis à tout petit prix. Est-ce que ça s'adresse à monsieur et madame tout le monde? Genre le sac le moins cher griffé que tu as pu acheter, c'était quoi le prix? Bah, il est encore là. Le sac le moins cher que j'ai acheté, je l'ai payé 115 euros. C'est un sac Dior qui date, je pense, des années 60-70 et que je vais pouvoir revendre en le remettant bien 400-450 euros. C'est un sac que j'aurais pu revendre en quelques jours. C'est juste que j'ai eu la flemme, je l'ai laissé traîner là parce que j'ai envie de le porter, mais je vais le revendre d'ici quelques temps. Donc, en gros, je pousse à l'extrême pour te dire ça. Il y a Ouais, aussi le sac le plus cher que j'ai acheté, je l'ai payé 3700 euros, je crois. Donc, il y a vraiment deux types d'extrêmes. un large Il y a des sacs spectre. encore plus cher que ça. Il y a des sacs encore moins chers que ça. En tout cas, la chose que je veux dire, c'est qu'on n'est pas obligé d'être riche pour investir dans les sacs de luxe. On peut tout à fait commencer avec un petit modèle à moins de 100 euros ou un petit porte-monnaie, une petite pochette. À partir du moment où c'est de la maroquinerie de qualité d'une des marques de luxe les plus connues et les plus emblématiques au monde et qu'on peut lui redonner de la valeur, on peut faire de la plus-value. Ok. Comment tu identifies qu'un sac a un potentiel? Ouais. Alors, ça va être dur de tout synthétiser en quelques minutes puisque c'est l'objet de tout un module de ma formation, mais grosso modo, plusieurs étapes. La première, c'est les marques choisies. Il faut absolument que ce soit des marques très connues et emblématiques. Je t'ai cité tout à l'heure mon trio gagnant, entre Ouais. guillemets, Hermès, Chanel, Dior. Après ça, moi, ce que je vais regarder, en fait, l'idée, quand tu achètes un sac pour en faire un investissement, il faut que ton sac il puisse être liquide, qu'il soit Ouais, racheté ce que j'ai dit, ouais. rapidement. Donc pour ça, il faut acheter un sac consensuel, ce soit de par sa forme, sa matière, sa couleur, etc. Donc, tu vois, il y a déjà ces critères-là. Et puis, bah, au-delà de ça, encore une fois, moi, je vais aller cibler les sacs abîmés avec certains types de réparation. Hein. Il faut pas, tout ne peut pas être réparé non plus. Je vais aller cibler Ok. certains types de sacs abîmés parce que je sais que ceux-là, en l'occurrence, il y a une bonne affaire à faire. Donc, moi, j'achète principalement aux enchères, mais ça m'arrive aussi de trouver certains sacs sur des plateformes de seconde main et de rentrer dans le jeu de la négociation avec les propriétaires. Ok, hyper intéressant. Il y a un vrai avec l'immobilier, hein, parce que j'imagine que ton œil et ton expertise, il s'est développé avec le temps. Notamment, moi, je fais le parallèle avec la partie rénovation, réparation des sacs. Je pense que quand maintenant tu vois un sac avec tel défaut, tel détail, le petit truc qui va pas, entre guillemets, tu vas pouvoir potentiellement accentuer ta négociation en appuyant sur ce petit détail bah, qui est moche, entre guillemets, ou qui est pas optimal, que tu vas pouvoir. Et puis, donc toi, tu appuies ta négociation peut-être là-dessus. Et à côté de ça, tu sais que le faire réparer, que ce soit par un professionnel maroquinier ou toi, bah, ça va te coûter tant. Donc en fait, en fonction de ça, tu arrives, je pense, maintenant à jauger assez facilement où est-ce qu'est la pépite, tu vois. Tu me dis si je me trompe, mais le parallèle est peut-être tout fait avec l'IMO, quoi. Complètement, mais je me rends compte que l'IMO m'a énormément aidé en fait. Ça a construit mon œil, mon regard d'investisseuse. Et les sacs m'aident aussi dans l'IMO, tu vois. En fait, il y a énormément de parallèles. Et c'est marrant parce que dans les personnes que j'accompagne, il y en a énormément qui font à la fois de l'investissement dans les sacs, mais aussi de l'investissement dans l'IMO. Et qui se servent des deux pour se compléter l'un et l'autre. Et je trouve ça vraiment fascinant. Ok. Et en termes de liquidité, je me rends pas compte quelle peut être la demande sur un produit que tu vas venir, à qui tu vas donner une deuxième vie, que tu vas venir rénover. Je sais pas si ça se dit rénover, Ouais. retaper, ouais, ça se dit. Euh, ça repart direct si tu le mets sur un site de revente. C'est quelque chose qui repart rapidement. Il y a une vraie demande là-dessus? Alors, ça dépend de plusieurs choses. J'ai des sacs qui sont partis en 24 heures, donc extrêmement liquides. J'ai des sacs qui, au plus long, sont partis en 3 mois. 3 mois, j'estime que ça reste encore assez liquide. Parmi mes élèves, je dirais que la durée la plus longue de détention d'un sac, c'est moins d'un an pour sûr, peut-être entre 6 et 9 mois, quelque chose comme ça. En fait, ça dépend de plusieurs choses. La première chose, c'est le prix auquel tu le mets. Est-ce que tu as bien calculé ton prix? Est-ce que tu as le prix de revente parfait? La deuxième chose, c'est est-ce que tu as bien acheté un sac consensuel? Si tu achètes un sac rose fuchsia avec du patchwork vert kaki dessus,
Évidemment, il n'y a pas énormément de Mm. personnes intéressées, donc peut-être que c'est un sac de collection et que du coup, tu vas le vendre très cher parce qu'il y a peu de gens intéressés et on le trouve peu, mais par contre, tu vas mettre du temps à le revendre. Alors que si tu es sur un sac très classique, une forme classique noire ou alors bordeaux et que tu le vends à la bonne saison de l'année, il n'y a pas de raison qu'il parte mal si le prix est bien calculé. Ok, ouais, donc il y a une réelle- quoi, l'œil de l'experte. J'adore. Trop bien. C'est pas Mm. prévu que j'achète un sac à main prochainement, mais en tout cas, on voit on voit qu'il y a, il y a une réelle. Enfin, t'es pointu, tu vois, dans tous les mots que tu emploies, on voit qu'il y a un réel savoir. Euh, la marge ou le retour sur investissement qu'on peut espérer avec l'investissement dans les sacs à main, est-ce que tu as des métriques généralistes, entre guillemets, à partager? Alors, généraliste, oui et non. En fait, je vais te partager des métriques concrets, deux exemples concrets. Euh, Ça dépend énormément, mais pour te donner les deux exemples que j'ai en tête, le plus petit rendement et le plus gros rendement, on est entre 50% à 375%. Hop, En hop, hop. général, mais il faut pas trop se fier au pourcentage. Ok. Parce qu'en général, j'ai tendance, ce que je remarque, c'est que sur les tout petits achats, à 100, 150 euros, on a d'énormes rendements. Typiquement, il y a exactement un an, j'avais acheté une pochette, un petit sac à main Dior, je l'avais payé 115 euros. Non, je l'avais payé 85 euros, excuse-moi, 85 euros. Je l'ai rénové moi-même, je l'ai revendu en 48 heures, 400 euros. J'ai généré 315 euros en mettant 85 sur la table, grosso modo. Lui, il m'a permis d'avoir 375%, je crois, de rendement, quelque chose comme ça. Mais j'ai récupéré que 315 euros, ce qui est pas mal vu ce Oui. que j'ai investi. Par contre, je te prends l'autre exemple avec un rendement un peu moindre, 50%. C'était un sac Hermès que j'avais en tout et pour tout, entre l'achat, les rénovations, etc. J'avais dépensé 3000, un peu plus de 3800 euros, 3700, enfin près de 3800 euros. Et ce sac, je l'ai revendu 6770 3 mois plus tard. Ce sac-là, j'ai fait à peu près 50% de plus-value. Donc, c'est que 50%, mais quand tu regardes en valeur Sur absolue, des... c'est beaucoup plus important. Donc, il faut regarder le pourcentage, mais je pense que ce qui est important, c'est aussi la valeur absolue. Ouais, exactement. Oui, oui, je suis le raisonnement. Euh, je vois tout à fait parce que sur des projets de marchand de biens, comme je fais du marchand de biens là depuis un an, c'est vraiment cette idée de marge. Il y a le taux de marge, certes, mais si ta marge, si ton taux de marge il est moins important, mais in fine, que ta marge nette dans ta poche, elle est plus grande, bon, bah, autant partir en effet sur ce type d'opération. Euh, bon, je pense qu'on pourrait encore étayer le sujet vraiment très longtemps. Je vois l'heure qui tourne et on a tous les deux des impératifs d'ici 5 minutes. Euh, j'ai encore une petite question peut-être. Comment essayer de conclure cette partie sac à main? Je regarde toute ma liste. Allez, si tu devais donner aux auditeurs et aux auditrices une règle absolue pour faire une bonne affaire dans les sacs à main, est-ce que tu as un truc qui te vient direct? Ouais, j'ai un truc qui me vient en direct et qui intéressera pas que les sacs à main, mais je le martèle à longueur de journée aux personnes qui rejoignent mon programme et j'ai envie que tout le monde en fait en prenne conscience. Si vous voulez gagner de l'argent en investissant, que ce soit dans les sacs, dans l'IMO ou autre, il faut absolument que vous soyez prêt à en perdre. Je sais que ça paraît bizarre dit comme ça, mais je le répète, si vous voulez gagner de l'argent, il faut que vous soyez OK avec le fait d'en perdre. Parce qu'en fait, tu vois, j'ai beaucoup de personnes qui rejoignent mon programme et certaines me disent, mais Camille, je passe à l'action, mais j'arrive pas à remporter de ça, que ça marche pas, ça marche pas. Et en fait, quand je creuse, je me rends compte que au fond d'elles, elles ont pas envie de perdre de l'argent, elles sont pas prêtes à perdre de l'argent, elles sont pas prêtes à prendre le risque. Sauf que si t'es pas prêt à prendre le risque dans ta vie, bah t'auras pas de retour en conséquence. On est récompensé pour le risque qu'on prend, pour le fait d'avoir peur et d'y aller quand même. Donc en fait, si vous voulez gagner de l'argent avec quoi que ce soit dans la vie, il faut que vous soyez prêt à en perdre. Ça veut pas dire que vous allez en perdre, ça veut dire que si jamais vous en perdez, ça va être OK pour vous et que vous allez pouvoir continuer. Donc ça, c'est vraiment le message que je veux faire passer. C'est c'est très, très, très bien dit. Je ne peux qu'acquiescer et en effet, je compléterai peut-être un peu ça. Euh, Investissez de l'argent, bah, en fait, ça va venir compléter. Investissez de l'argent dont vous n'avez pas besoin déjà. Tu vois, moi, je suis père de famille, donc j'ai un côté à la fois où je prends du risque dans mes invests, mais à côté de ça, je prends du risque parce que j'ai sécurisé avant. Donc en fait, allez investir de l'argent qui va pas vous servir à manger, qui va pas vous servir à vous loger. Mais par contre, derrière, une fois que vous avez votre épargne de sécurité, 3 à 6 mois, enfin peu importe le montant,
Ouais, soyez offensif, prenez du risque, soyez comme tu dis, allez de l'avant parce que si vous le faites pas, personne le fera pour vous déjà et vous n'aurez aucune transformation dans votre vie. En fait, je pense que les gens qui cherchent à se diversifier, que ce soit à travers, tu vois, l'investissement dans les sacs à main, en immobilier, en bourse, en crypto, on recherche tous quelque chose au fond de nous. On recherche, bah, à améliorer notre vie, je pense, à aller de l'avant, à avoir des projets et cetera. Mais pour ça, ça va forcément avec une dose de risque. Et les gens qui n'avancent pas et qui stagnent, ce sont des gens qui, en effet, bah, sont pas prêts à ça. Et tout le monde n'est pas prêt à prendre du risque. Il y a des gens, ils sont pas à l'aise avec ça, tu vois. Mais tu as très bien résumé les choses. Soyez OK parce que tout ne marchera pas d'un coup et encore moins du premier coup. Donc voilà, soyez OK avec cette dose de risque. Mesurez-la en fonction de votre appétence au risque aussi, c'est important. Faites pas all-in dès le premier coup forcément, mais en tout cas, c'est bien résumé. Euh, Merci beaucoup, Camille, Avec plaisir. pour ce bon moment, pour cette expertise très poussée. Ça m'a plu. Je pensais pas d'ailleurs, je me suis dit, bon, allez, je vais me tenter sur un petit sujet qui change, mais ta personnalité est vraiment, t'es pointu. J'aime bien les gens qui sont très spécifiques. Donc, c'était très agréable. Je vais convaincre madame, pour une fois, d'aller écouter mon contenu sur les réseaux. Je vais dire écoute, écoute, écoute. Ça va peut-être lui donner des idées. Euh, où est-ce que les auditeurs peuvent te retrouver? C'est le Oui, moment, c'est l'instant pub. principalement sur Instagram, donc sur le compte e2le, investi. D'ailleurs, si vous avez écouté l'épisode et si ça vous a plu, n'hésitez pas à venir me le dire. Je suis très accessible et j'adore recevoir les messages et pouvoir communiquer avec les gens de mon audience. Donc, ce sera avec grand plaisir. Donc, je vais vous mettre